Salut à tous les amis, salut YouTube, j'espère que vous allez plutôt bien après ce match de notre cher Olympique lyonnais contre le Real Betis. C'était le match du 29 juillet, il est actuellement 21h59, heure à laquelle je vous parle, débrief à chaud. Débrief au cours duquel on va passer au crible toutes les lacunes de l'OL puisque, malheureusement, on espérait un match de fin de préparation sérieux, j'espérais un match qui puisse donner quelques indications positives quant aux échéances à venir pour l'OL. Et non, défaite cinglante, 4-0, 4-0. Waouh, 4-0 contre le Real Betis de Manuel Pellegrini. Bon, ça fait mal au crâne. Honnêtement, c'est compliqué parce que, comme je vous l'ai dit à l'instant, c'était le match que je voulais voir pour me dire est-ce que l'OL contre Wolfsburg, contre Prague était vraiment en rodage ou est-ce que vraiment on a vu au cours des matchs de préparation les lacunes, l'étendue des lacunes de notre cher Olympique lyonnais. Je pense que la réponse est plutôt claire aujourd'hui. On a vu, je pense, au fil des matchs estivaux de pré-saison, les lacunes de l'OL. Et en même temps, les amis, est-ce que c'est vraiment étonnant ? On en reparlera après en détail, mais dans le foot, quand tu prends les mêmes ingrédients, bien souvent, sauf un exploit, un miracle, une révolution, tu as quasiment tout le temps les mêmes recettes. Quand tu prends les mêmes causes, tu as très souvent les mêmes conséquences. Et ce qu'on peut dire, c'est que les matchs qu'a produit l'OL au cours de la pré-saison nous montrent exactement, à peu de choses près, ce qu'on a vu en fin de saison l'an passé. C'est les mêmes problèmes. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre en fait qu'on n'ait pas érigé en priorité absolue durant l'été pour l'OL des postes clés. Enfin, comment tu peux rattaquer une saison avec les mêmes latéraux, les mêmes centraux, dans le cœur du jeu, les mêmes profils. Enfin, je sais pas, les gars, moi ça me pose question. Ça m'interpelle, ça m'interroge. Comment c'est possible ? On les voit les matchs. On a vu les matchs l'an passé où l'OL avait des défauts sur coup de pied arrêté, des défauts au niveau des côtés, des formes de lacunes, des errements défensifs, des phases de déconnexion mentale meurtrière, où sur une couille, Maitland-Niles peut te tuer, ou sur une couille, Abner peut te flinguer, ou sur un marquage absent, Mata est mangé de la tête. On l'a vu tellement de fois l'an passé, tellement de fois. Alors comment on peut être surpris aujourd'hui de voir un match comme ça où tu prends une baffe 4-0, c'est normal. Et moi, les amis, ce qui me met un petit peu en colère, c'est que c'est un détail du match, bien sûr. C'est pas non plus très grave, mais j'ai écouté OL Play et j'avoue que je n'arrive pas à comprendre sur OL Play les commentaires des deux qui commentaient le match. J'aime beaucoup Gaël Berger, vraiment, il fait un taf monstrueux à la com de l'OL. Mais quand il nous dit au fil du match que le score est très sévère et qu'il ne reflète pas ce que produit l'OL et le Real Betis, mais je sais pas, on voit des matchs différents en fait. Moi, je vois encore une fois un OL après Prague, après Wolfsburg, qui est extrêmement, mais vraiment, je pèse mes mots, les amis, un OL qui est extrêmement fragile défensivement, qui est à la merci de n'importe quelle bourde individuelle qui peut tomber par Mata, par Abner, par Kluivert, par Maitland-Niles. Maitland-Niles, pas sur le 4-0, ce qu'il nous fait là, c'est une honte absolue. Offensivement, il n'y a pas grand-chose. Là encore, je l'ai dit, les gars, rappelez-vous, c'était le débrief du match contre Prague, je crois. J'ai un doute, à vérifier. J'avais dit dans la vidéo, j'en ai un très bon souvenir, qu'on en faisait trop avec les jeunes, beaucoup trop. On en fait trop avec des gamins qui n'ont pas de référence. Quand tu as Julien Duranville, qui a un parcours compliqué, je l'aime beaucoup en plus, Julien Duranville, mais il a un parcours qui est tellement sinueux, fait de haut, de bas, de blessures. Voilà, c'est compliqué. Boudache, il a 20 piges, le gamin. Il a 20 piges et il vient à peine d'émerger au haut niveau en Ligue 1. Rémi Imbert, si j'écoutais la twittosphère olympique lyonnais, beaucoup en faisaient l'héritier de Karim Benzema et de Lacazette. Mais on est où en fait ? On parle d'un gamin, d'un trio offensif qui a à peine 20 ans de moyenne d'âge. C'est des gamins qui devraient en fait être des solutions de sortie de banc en toute fin de match, mais pas plus. Pas plus. Et là, on va se pointer à un rendez-vous super important en Q3 de LDC avec une équipe comme ça, qui a des lacunes qui sont clairement identifié, je sais pas, moi ça m'interroge.
Moi, franchement, ça me pose question, ça m'interroge. Bref, on va en parler après rapidement. Avant de commencer, les amis, n'oubliez pas le petit pouce qui fait extrêmement plaisir. Pensez aussi à commenter, pensez à vous abonner, activer la cloche et booster. Merci pour tous ceux qui prendront le temps de le faire. Alors, si on fait un petit retour, un petit focus, les gones, sur l'histoire du match, qu'est-ce qu'on peut dire ? Moi, en tout cas, je trouve que l'OL entame plutôt bien le match. C'était du coup d'envoi jusqu'à la 2-3e minute, mais un OL qui avait la possession. À toi, à moi, c'était propre. Et je dois bien l'admettre, j'ai cru qu'on allait produire un match sérieux, de qualité. Je me suis dit, au vu du coup d'envoi du match, bon, ça sent l'OL des bons soirs qui veut produire un match sérieux, se rassurer avant le Q3 contre Prague. Eh ben non, parce qu'en fait, dans la foulée, le Real Betis qui, là encore, faut bien le dire, attention, c'est une bonne équipe. C'est même pas le débat là-dessus. Il y a plein d'éléments de grande qualité, techniciens, pas de soucis. Et même des joueurs qui, habituellement, sont des joueurs de banc et qui sont amenés à partir peut-être côté sévillan, comme le Colombien Nelson de Soa, sont de bons éléments, sont des bons joueurs. On parle d'un joueur de banc qui, ce soir, a fait la misère à l'OL, quoi. D'ailleurs, les amis, petit flashback du Vietnam, Nelson de Soa, c'est le gaucher qui était plutôt demi-espace droit au Real Betis ce soir. Si je vous dis gaucher, sud-américain, Real Betis, année 2000, j'en suis sûr parmi vous, il y en a qui auront la référence. Mettez-le moi en commentaire pour voir si on pense au même joueur. J'ai hâte de vous lire sur la question. En tout cas, si je reviens au match de ce soir, entame, je trouve, plutôt correct de l'OL. Dans la foulée, le Real Betis revient bien, possession affirmée, de bons techniciens, avec une équipe, là encore attention, à laquelle il manquait des cadres. Pas de Disco, pas d'Anthony, bref, un Real Betis de qualité, mais aussi un Real Betis comme nous diminué. Ça aussi, ayons-le en tête. Et un Real Betis qui a fait seulement 4 matchs. C'était le 4e match des Sévillans ce soir. Nous, le 6e. Donc, là encore, moi, je veux bien entendre tout ce qu'on veut. Quand on me dit que sur OL Play, que l'OL fait un match qui est mal payé ou qui est sévèrement puni par le Real Betis, attention, on parle bien d'une équipe qui, dans sa préparation, est en retard par rapport à nous. Une équipe à qui il manque des joueurs cadres hyper importants. Pour moi, il n'y a aucun point rassurant. Il n'y a même pas matière à relativiser ce qu'on a vu ce soir. C'est un match qui est très difficile, très laborieux, contre une belle équipe. Mais franchement, le contenu que l'on produit, il est franchement triste. Et je dirais que les 25 premières minutes, c'est à peu de choses près ce que je vous dis là. Bonne entame, on perd le contrôle du match. Dans la foulée, le Real Betis a quelques situations plus ou moins nettes, des frappes à toi, à moi. Voilà, on sent que ça se rapproche un peu plus pour eux. Et nous, on a du mal à reprendre le fil du match. Même si je suis très précis sur le contenu du match, je trouve qu'entre la 10e et la 20e, après un momentum clairement pour les Sévillans, c'est plutôt pour nous et on finit plutôt bien avant la pause fraîcheur. Mais l'énorme problème, c'est que cette OL-là, et ça on le sait, il n'y a aucune surprise dans le contenu du match, notre équipe, elle est soumise à des défaillances individuelles qui sont meurtrières. C'est les mêmes que l'an passé. Ce sont les mêmes lacunes que l'an passé. Mêmes ingrédients, même recette, même cause, même conséquence. On ne peut pas être surpris. Quand tu débutes un match avec Ainsley Maitland-Niles, qui peut être jour pair très bon, jour impair nul à chier. Quand tu commences avec lui, tu n'es jamais à l'abri d'une tuile, d'une couille monumentale. Et ce soir, sur le 4-0, et si avec ça irait très bien, sur le 4-0, c'est lamentable. L'an passé, on a vu, au fil des matchs, on l'a vu, ce que je vous dis là. Mata, dans le domaine aérien, c'est compliqué. Dans les duels défensifs, c'est de plus en plus compliqué. À la course, dans son dos, ce qui a longtemps été son grand point fort avec l'OL, c'est de plus en plus compliqué. Il y a le poids de l'âge qui fait que, le temps qui passe, 34 piges quasiment pour Mata, je crois, dans mon souvenir. C'est compliqué. Et malgré ça, on se retape une défense, Maitland-Niles, Mata, et Kluivert, pas franchement à l'aise axe gauche. Il y a plein de séquences de jeu où Greif veut relancer court à Kluivert, et comme il est droitier axe gauche, il n'est pas à l'aise sur le pied gauche. Qu'est-ce qu'il fait demi-tour pour Greif? Donc on perd du temps, le jeu n'est pas fluide, c'est clairement pas fluide du tout. À gauche, Ouédraogo, je l'ai dit en vidéo, pour moi il a un spectre foot qui est vraiment intéressant, il y a des qualités qui sont évidentes que l'on voit, je veux dire c'est frappant quoi, il est assez puissant, il est rapide, il est bon centreur, c'est un bon joueur de contre-attaque, mais il faut m'expliquer à quel moment Ouédraogo comble les lacunes défensives d'Abner. Pour moi, jamais de la vie.
On parle d'un profil qui est, oui, intéressant, il y a des qualités, mais alors, défensivement et tactiquement, je vous le dis les yeux dans les yeux, les amis, il y a des trucs qui me posent question chez Ouédraogo. Alors, il est jeune, ok, il vient d'Autriche, d'un petit club, ok, tout ça je peux l'entendre, mais défensivement, tactiquement, vers la 20e et quelques minutes de jeu, le Real Betis attaque côté gauche, Kluivert est mangé, il est en retard, Mata vient combler l'espace béant, et qu'est-ce que fait Ouédraogo? Au lieu de jauger ce qui se passe dans son dos, il est littéralement aspiré. Alors heureusement, ça ne va pas au fond, mais je me dis que dans un match crucial de qualif, le Q3 pour la LDC, c'est terrible. C'est terrible, terrible. On est plombé par des erreurs individuelles, tactiques, défensives, soit d'immaturité tactique, soit de duel défensif pur, quoi. À la tête, au physique, Mata, il est en pleine galère. Et c'est pas le seul. Problème numéro 1, donc l'aspect défensif. Problème numéro 2, dans le cœur du jeu. Alors, on a vu un Tessman, je trouve, rayonnant sur une mi-temps. Franchement, j'étais épaté. Alors, faut le dire aussi, c'est un match de pré-saison. Il y a du temps, il y a de l'espace pour jouer, pour se mouvoir. Voilà, Tessman, on sait ce qu'il sait faire et ce qu'il ne peut pas faire. Et ce soir, il faut le dire, il a été vraiment très bon dans ce registre de joueurs un petit peu meneurs reculés qui disent-ils à toi, à moi, qui fait un petit peu la distribution des ballons, quoi. À toi, à moi, c'est fluide, c'est bien, c'est propre. Faut le dire, bonne mi-temps de Tessman. Et je me dis aussi que, à mon avis, le contexte mercato où on sait tout le monde peut partir à tout moment, ça doit aussi un petit peu booster Tessman pour faire un peu plus qu'il n'a fait durant quasiment une saison l'an passé. Parenthèse refermée. Mais Tessman, bonne mi-temps, et je tiens à le souligner. Mais autour de lui, qu'est-ce qu'on voit? Un Morton qui n'est pas à l'aise. Je trouve qu'il est trop haut. Moi, je le maintiens. Et Morton, dans un rôle de numéro 8 comme ça, un petit peu relayeur, porté un peu plus haut, j'aime pas. Je n'aime pas, ça me plaît pas. Je trouve qu'il a jamais été meilleur que plus reculé pour casser par la passe subtile, verticale, une ligne. Il est complètement noyé par la densité athlétique et je pense que physiquement, il n'est pas au top du tout. Tolisso, c'est pas loin d'être la catastrophe complète parce que physiquement, il est, je pense, pas prêt non plus. Il est très lourd, on le sait. Coco, c'est un diesel. Il faut du temps pour mettre en route la machine et pour être au top et rayonner physiquement sur l'équipe. Mais ce soir encore, comme contre Wolfsburg et contre Prague, je trouve qu'il est vraiment à la peine. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire sans Corentin Tolisso, mais ce qui est sûr, c'est que Tolisso, en méforme physique, ça plombe l'équipe. Ça plombe l'équipe. Il a tellement une fonction importante. C'est celui qui va créer le lien entre le milieu et l'attaque, qui va soutenir le numéro 9. C'est lui qui va se décaler demi-espace gauche pour centrer, qui va libérer l'espace pour Duranville qui peut se réaxer. Bref, Tolisso, il a un rôle qui est prépondérant dans ce que Fonseca demande à l'OL. Mais quand il en met forme, ça devient un poids pour l'équipe. Et je trouve que dans le cœur du jeu, on a un trio de milieu de terrain de tractopelle. C'est lent, c'est lourd, c'est pas inspiré. Tessman est bon aujourd'hui, c'est bien, tant mieux. Mais ça n'enlève pas qu'il y a un manque cruel de mobilité. Et c'est un manque de créativité. J'en parle quasiment tout le temps depuis le départ d'un certain Ryan Cherki, mais je trouve que l'OL pratique un foot qui est scolaire, qui est plan-plan, qui manque de relief, ça manque de folie. Et ce soir encore, où sont les joueurs frissons? Où sont les joueurs frissons, ces joueurs qui vont mettre l'étincelle aux poudres et qui vont embraser le match? Je sais pas, moi je m'interroge. On a une équipe qui est disciplinée, c'est vrai, ça fait les efforts. Globalement, ça ne triche pas, mais ça manque... à défaut de talent, c'est un manque de créativité. Il se passe rien offensivement, il se passe rien. C'est médiocre. C'est médiocre, quoi. C'est, je pense, la leçon, la morale de la préparation de l'OL. C'est pas que ce match-là. Tu prends Wolfsburg, si les Allemands prennent pas un rouge avant la mi-temps, c'est, je pense, pour nous, extrêmement compliqué face à une D2 allemande. Contre Prague, 2-0, sec, net, sans bavure, c'est mérité, il n'y a absolument rien à dire. Contre le Real Betis, 4-0, c'est absolument mérité, il y a encore une fois rien à dire. Les lacunes sont clairement identifiées. Les latéraux, dans l'axe Mata, je pense qu'il y a un gros sujet. Dans le cœur du jeu, ça manque de mobilité et quid de Bidstrup. Je m'interroge, là encore, je m'interroge. Quand je lis que Fonseca veut un numéro 6 costaud parce qu'il faut être fort dans le cœur du jeu, ok, mais qu'est-ce qu'on fait de Bidstrup sur lequel tu as misé 13,5 millions d'euros? Enfin, à un moment donné, quand tu es l'OL, dans le contexte olympique lyonnais, où tu as peu de moyens, tu as peu d'argent disponible et que tu fous 13 millions sur un joueur
et ton coach dit que oui, c'est un bon joueur, il fait les efforts, mais il faut du temps, je veux un numéro 6, plus costaud, plus fort. Je sais pas, franchement les amis, je crois que j'ai rarement autant navigué à vue dans une préparation de l'OL. Il y a eu celle de Laurent Blanc qui était catastrophique, mais alors celle-ci, honnêtement, elle est dans le palmarès des plus mauvaises depuis très longtemps. Et à ce titre, les Gones, je reprends un tweet de mon copain, mon ami Yanis, que j'embrasse chaleureusement, c'est un très très bon Yanis, qui connaît bien le foot. Et Yanis a écrit ça ce soir, je vous lis le tweet qu'il a mis donc sur X. C'est la pire prépa des 10 dernières années si on enlève celle de Laurent Blanc. Vrai? Bien sûr que c'est vrai. Il y a des vibes de vide total dans le jeu similaire. Bien sûr que c'est vrai. Bien sûr, c'est la vérité. Il y a des phases de jeu où il se passe plus rien. Plus rien. Possession stérile, ok. Offensivement, peu de créativité, c'est vrai. Et globalement, une forme de stérilité, c'est vide. C'est une équipe qui est scolaire au mieux et amorphe au pire. Yanis continue en disant quasi impossible d'être dangereux, bien sûr. Un entraîneur qui triture son milieu inexistant et les mêmes usual suspects défensivement que l'an dernier. Bien sûr, dans le mille, Yanis, bien sûr. Il a totalement raison, le copain. Parce que quand tu vois les choix de Fonseca, moi je m'interroge là encore. On a un milieu de terrain, Tessman, Morton, Tolisso, sur les 3. Il y en a au moins 2 qui sont en méforme totale. Franchement, pour des raisons diverses. Narté, qu'est-ce qu'il fait en fait? On manque de joueurs mobiles, fluides techniquement, plus fins, plus subtils. Narté, pourquoi il joue pas? Mangala, je trouve qu'il a été un de ceux qui ont été les plus pertinents depuis les matchs amicaux. Bon, il disparaît des radars, il fait des bouts de match. J'imagine qu'il y a un transfert en ligne de mire, ok, mais enfin voilà, le milieu de terrain me pose question. Morton un peu trop haut, Fonseca le met un peu plus haut comme relayeur, moins comme Regista, comme moi je l'aime bien. Je sais pas, ça me pose question. Puis défensivement, comme Yanis le dit, oui, toujours pareil quoi. Mata, Maitland-Niles, et je le redis encore et encore pour conclure la vidéo débrief express du match, mais mêmes ingrédients, même recette, même cause, même conséquence. On ne peut pas être surpris de ce qu'on voit à la fois ce soir et depuis maintenant un mois. C'est juste normal. Et je me dis, les dirigeants, là-dessus, il y a un début d'erreur quand même, parce que ce que moi je vous dis là face caméra, on l'a tous repéré. Si on l'a vu, si je l'ai vu, les dirigeants l'ont vu aussi. Il n'y a pas de loup à ce niveau-là. Je pars du principe que oui, l'esprit de groupe, faut le préserver, ça se chérit, c'est important, c'est super important. Il faut préserver ce que nos dirigeants ont su créer. Mais quand tu as 1 ou 2 éléments qui individuellement te pénalisent une fois sur 2, stop quoi, faut arrêter la mascarade, tu les convoques, écoute Ainsley, nous pensons qu'il faut que tu envisages sérieusement un départ, parce que nous on veut un profil différent. Alors oui, il n'y a pas assez de moyens, il y a le contexte, bien sûr, je dis pas le contraire. Mais je crois aussi qu'il faut un petit peu durcir le ton, quoi. À un moment donné, ça suffit. Soit on repart sur une saison avec les mêmes profils qui ont été plombants pour l'OL depuis trop longtemps, soit on change. Mais si on change, ça devient vraiment urgent. Enfin bref les amis, voilà tout ce que je voulais vous dire pour le match contre le Real Betis. Une grosse branlée qui met l'OL en confiance, ou pas du tout d'ailleurs, avant le match contre Prague, le Q3 en LDC. On va scruter ça attentivement. Logiquement, Félix Barrer, l'Autrichien, devrait signer d'ici quelques heures, quelques jours, c'est imminent, selon Foot Mercato et je crois aussi l'équipe qui l'a confirmé. Bref, on va suivre ça avec attention et comptez sur moi pour vous le décortiquer comme il se doit. Sur ce, les gones et les fenotes, portez-vous bien. Et évidemment, comme toujours et malgré tout, allez l'OL plus que jamais. Bisous à tous et à toutes. Ciao, ciao.